Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Labo des Savoirs, émission Magazine. C'est bien, vous suivez et nous nous intéressons cette semaine à la fabrication des couleurs. En quelques clics, aujourd'hui, l'humain est capable de produire des millions de couleurs sur ordinateur. La chose paraît simple tant la couleur est désormais présente partout autour de nous, mais en réalité c'est un exploit. Comment, d'une époque à une autre, d'une civilisation à une autre, les matériaux ou encore l'origine des couleurs ont-ils évolué ? La fabrication des couleurs est aussi ancienne que l'humanité. Elle se limitait au départ à quelques ocres tirés de la terre, mais nous sommes aujourd'hui capables de produire des millions de couleurs. Des arts rituels, comme chez les aborigènes d'Australie, à la reproduction plus fidèle de la nature chez les anciens Égyptiens, les raisons qui ont poussé l'humain à produire de nouvelles couleurs sont diverses. Et il a fallu comprendre et maîtriser quelques phénomènes physico-chimiques. De la matière, de la lumière, des surfaces qu'elle traverse ou sur lesquelles elle se réfléchit, de leur niveau de transparence ou d'opacité, du support éventuel à travers lequel nous les regardons, mais aussi de la façon dont nos yeux sont conçus, dépend notre perception des couleurs. Dans les fonds marins de la Méditerranée se trouve la source de la couleur la plus prisée de l'Antiquité, le pourpre, tiré d'une glande de coquillage, qui devient la couleur des rois et des empereurs. Au Moyen-Âge, les teintes les plus chères étaient employées pour les icônes religieuses. Le rouge cinabre cède alors la place au bleu outre-mer. À chaque époque, ces révolutions et les dernières découvertes et le numérique nous permettent aujourd'hui d'imiter les effets spectaculaires produits par les ailes de papillon ou encore la peau du caméléon. Le son des sciences au labo des savoirs. Depuis toujours, les humains vivent dans un décor coloré et de ce fait, ils et elles se sont construits une culture autour de la couleur avec des significations symboliques. Il y a plus de 15 000 ans, des groupes d'hominidés ont laissé l'empreinte de leur passage dans de nombreuses grottes en France ou encore en Espagne. On retrouve leur art au travers des peintures qu'ils ont laissées sur les parois ou les plafonds. Ce travail a été réalisé grâce à un mélange de gravure et de peinture rendu possible grâce à l'utilisation de différents pigments. Les deux couleurs qui prédominent alors nettement sont le rouge et le noir. Le rouge provient d'un oxyde de fer appelé hématite qu'on trouve à l'état naturel dans le sol. Le noir, lui, est issu du charbon de bois ou d'os, du charbon minéral ou bien de l'oxyde de manganèse. Ces pigments étaient mélangés avec un matériau incolore, de l'argile par exemple, pour donner une consistance, faciliter l'étalement sur la paroi et améliorer la conservation. Les couleurs recréées par les humains sont donc avant tout d'origine naturelle, n'est-ce pas Célie Dubost ? Et oui, Agathe, les premières traces d'utilisation des pigments naturels, comme tu l'as dit, datent de la préhistoire. Les peintures rupestres, encore visibles dans certaines grottes, sont réalisées à base d'ocre, rouge, jaune et de noir de charbon. Les ocres ont été largement utilisés aussi à l'Antiquité et au Moyen-Âge pour des fresques murales et des enluminures. Aujourd'hui, elles sont encore très appréciées pour leur non-toxicité et leur longévité et servent en décoration ou en maçonnerie par exemple. Les ocres ne sont pas les seuls pigments d'origine minérale utilisés en peinture. Si vous vous promenez sur certaines plages siciliennes, vous aurez peut-être la chance de tomber sur de grandes falaises de gypse. Cette roche blanche, une fois broyée, sert de pigment blanc, et ce depuis l'Antiquité. Pour obtenir du bleu, vous allez devoir aller un peu plus loin, jusqu'en Afghanistan, pour être précise. C'est là que se trouvent les plus grands gisements de lapis-lazuli, cette roche métamorphique riche en silicate avec lequel on obtient un magnifique bleu outre-mer depuis presque 6000 ans. En allant un peu plus au nord, en Russie, vous pourrez rapporter des pigments verts de votre voyage. Un des plus gros gisements de malachite, ce minéral vert qui est surtout utilisé en pierre ornementale, peut également, une fois broyé, servir à colorer des enluminures ou des fresques. Mais attention, sa forme naturelle est sensible à la lumière et a donc tendance à changer de couleur dans le temps. Continuons notre balade. Alors, le monde vivant est aussi plein de couleurs et de pigments qui font le bonheur des teinturiers et teinturières. Premier arrêt en Asie, ou toute autre région du globe avec un climat tropical tempéré, pour aller récolter les feuilles et les tiges de l'indigotier, un arbuste touffu d'environ 1 mètre de haut, riche en indigotine, cette molécule qui lui donne la couleur indigo, principalement utilisée dans la teinture de fibres et de tissus.
Un peu plus à l'ouest, dans les pays du Moyen-Orient, nous irons chercher de la garance, Rubia tinctorum. Le système racinaire de cette plante vivace a la particularité d'être riche en alizarine et purpurine, deux puissants colorants rouges qui lui donnent sa couleur. Pour la petite anecdote, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les uniformes de l'armée française étaient colorés avec des racines de garance. On se demande pourquoi ils ont arrêté. Il nous manque encore le jaune pour parfaire notre palette de couleurs et c'est en Amérique du Nord que nous irons le chercher. Il nous faudra trouver un chêne noir auquel nous prélèverons des morceaux d'écorce qui contiennent de la quercitine qui donne cette couleur jaune. Bon, cette balade nous donne un aperçu non exhaustif des colorants naturels. Grâce à des noyaux d'avocat, des pelures d'oignon, du curcuma par exemple, il est aussi possible de colorer des fibres telles que du coton ou de la laine. Les couleurs des pigments végétaux ne sont pas standardisées. Elles peuvent varier selon l'acidité du milieu ou par l'association à des mordants. Les mordants, ce sont des sels métalliques servant à faciliter la fixation des pigments à la fibre de façon durable, notamment pour les colorants avec peu d'affinité avec ces mêmes fibres. Parmi les mordants les plus courants, on retrouve l'alun, le tartre ou encore l'étain, le fer et le cuivre. Les teintures fortes en tanin fixent la couleur plus facilement et n'ont pas besoin de mordants. C'est le cas du curcuma ou du cachou par exemple. Et pour terminer, enfilons maintenant nos combinaisons pour aller faire un tour sous l'eau. L'encre produite par la sèche, un mollusque céphalopode, nous permettra d'ajouter la couleur sépia à notre palette. Et un peu plus loin, nous irons chercher du pourpre, produit par le mucus des gastéropodes du genre Murex. En sortant de la mer, nous irons chercher quelques cochenilles, ce parasite de certains cactus riche en acide carminique, colorant du carmin, pour obtenir un rouge foncé, et ainsi compléter notre palette de pigments naturels. On vient d'entendre Célie Dubos nous parler des pigments naturels présents donc dans la nature, partout autour de nous. On va désormais s'attarder sur les pigments, disons les colorants chimiques. En 1856, un jeune chimiste, William Henry Perkin, essaya de synthétiser la quinine, qui est une substance organique végétale, pour combattre le paludisme qui touchait les troupes anglaises stationnées en Inde. Ces essais l'amenèrent à oxyder un dérivé de l'aniline. Il obtint un précipité rouge-brun qui n'avait rien à voir avec la quinine, mais qui éveilla sa curiosité. Il venait de découvrir un colorant de bonne qualité pour les textiles qu'il appela pourpre d'aniline ou mauvéine, qui a donné le mauve. Ce fut la gloire et la richesse pour Perkin. Il venait d'inventer le premier colorant synthétique utilisable par l'industrie. La reine Victoria portait une robe de soie mauve lors de la Royal Exhibition de 1862. Un timbre fut édité dans les mêmes tons et en France, cela devint la couleur favorite sous Napoléon III. Une véritable consécration pour le chimiste et une nouvelle ère dans la fabrication des couleurs. Ludivine Vendée. Les couleurs ont toujours fasciné l'homme. Pouvoir les peindre, les photographier, les fixer, mais aussi s'emparer. Comme Célie l'expliquait, il existe de nombreux pigments naturels et ceux-ci ont longtemps été utilisés en peinture, mais aussi en teinture. Pouvoir se vêtir avec différentes couleurs pour des questions d'appartenance à un groupe, de séduction, de mode. Le développement de la chimie des colorants est fortement associé à l'industrie de la teinture. Cette histoire peut se raconter en deux périodes, avant et après 1856. La maîtrise des techniques tinctoriales est bien acquise depuis 1791, avec les éléments de l'art de la teinture, du chimiste Berthollet, mais aussi la connaissance des mordants pour teindre les laines et les soies. Les mordants, comme l'expliquait Célie, sont généralement des sels métalliques, d'alun, donc des sulfates de potassium et d'aluminium, qui aident à fixer sur le textile le colorant. Le début du XIXe siècle est marqué par l'essor de la chimie organique. De nombreuses substances sont découvertes ou redécouvertes, isolées à nouveau, décrites de façon plus précise. Tandis que dans les laboratoires on synthétise des composés nouveaux, qu'on établit leur structure, l'industrie chimique se développe rapidement. La métallurgie est en plein essor et la consommation de houille, communément appelée charbon, est en pleine croissance. Les dérivés et résidus de la houille, appelés goudrons de houille, sont des sous-produits de la distillation de la houille lors de la fabrication du coke métallurgique, qui est un combustible utilisé en sidérurgie dans les hauts fourneaux. Ces résidus font donc l'objet de recherches, d'études, pour découvrir de nouveaux débouchés d'utilisation. Ce goudron de houille comprend de nombreux composés chimiques, dont un majeur dans notre histoire, l'aniline, C6H7N pour les chimistes. Ce composé va être étudié et servir de composé de base en chimie de synthèse. De retour au Labo des Savoirs après cette petite pause musicale. L'étudiant William Perkin, âgé de 17 ans, un nouveau projet de recherche.
synthétiser la quinine à partir de l'aniline. Rappelons que la quinine est utilisée à l'époque pour traiter le paludisme et est donc une substance précieuse pour les puissances coloniales. Nous sommes en 1856, tournant dans l'histoire des colorants. Notre jeune chercheur n'arrive pas à synthétiser la quinine, mais fait une étrange découverte. Au cours d'une manipulation, un des résidus donne une solution couleur pourpre. Ce violet d'aniline, appelé movéine, est un très bon colorant pour la soie, apanage des puissants de ce monde, comme Agathe l'a rappelé. Perkin brevette sa découverte et commercialise la movéine qu'il fait fabriquer dans la première usine de colorants de synthèse à avoir jamais existé, à Green for Green. Perkin parvient non seulement à trouver des méthodes appropriées pour produire le colorant, mais il met aussi au point un mordant pour teindre le coton et la laine. La movéine fut le point de départ en Europe d'une industrie de production de nouveaux colorants, avec comme matière première le goudron de houille, dont la fuchsine, ou plus exactement le rouge magenta. Lors de l'exposition universelle de 1867, 11 nouveaux coloris sont présentés. Le développement de la production de colorants de synthèse a provoqué un certain déclin des colorants naturels. D'ailleurs, seuls 2 colorants naturels ont ensuite été synthétisés, l'alizarine et l'indigo. Pour information, l'indigo est commercialisé dès 1897 par BASF, Badische Anilin und Soda Fabrik. Ça vous parle ? Ces colorants sont bien évidemment utilisés par l'industrie textile, mais aussi par l'industrie du cuir, du papier, du plastique, des peintures. On retrouve aussi des colorants de synthèse alimentaire. D'ailleurs, c'est en 1882 que fut synthétisé le premier, le jaune quinoléine, plus connu aujourd'hui sous le joli nom de E104. Et aujourd'hui, alors, combien de colorants synthétiques existe-t-il ? Le Color Index International est une base de données de référence maintenue conjointement par la Society of Dyers and Colorists et par l'American Association of Textile, Chemists and Colorists. Cet index sert de base de répertoire des couleurs manufacturées et des produits associés. Ils sont ainsi référencés plus de 8000 produits colorants chimiquement différents. Cela ne signifie pas qu'il existe plus de 8000 couleurs différentes. Alors à la question « Combien existe-t-il de couleurs différentes ?» malheureusement, je n'ai pas trouvé la réponse. Je crois que personne ne la connaît. Hein. C'est difficile de donner un chiffre là. Mais si je peux terminer sur une note colorée, je dirais « S'il existe une multitude de couleurs, portons-les et arrêtons de ne mettre que du noir pendant les périodes hivernales. » Éveillez vos neurones. Vous êtes bien, vous êtes au Labo des Savoirs. Voilà. Alors, avant d'en venir à Goethe, peut-être quelques mots sur Newton. Le projet de Newton dans son traité d'optique, 1704, je l'ai dit, est extrêmement ambitieux, puisqu'en réalité, ce qu'il cherche à faire, c'est à démontrer que la couleur est écrite en langage mathématique. Et ça, c'est une façon de procéder qui n'avait pas eu lieu avant lui. Alors bon, le premier qui a dit, n'est-ce pas, que la nature, enfin qu'il avait expressément dit, il y a aussi des choses comme ça, évidemment chez les pythagoriciens dans l'Antiquité, c'est Galilée. C'est Galilée, qui parlait de la nature, Galilée. Oui. Voilà, disant que c'est un livre qui est écrit en langage mathématique. Et Newton l'a expérimenté, et par des moyens de laboratoire, avec les prismes, avec des orifices, le foramen exiguum, comme il a nommé, bon. Et il a, on peut dire qu'en somme, il avait mathématisé la couleur. Voilà. Et il l'avait fragmenté, et c'est cela, évidemment, qui déplaira souverainement à Goethe et à ses amis. Voilà. Et alors, une chose aussi à ajouter, que les couleurs seraient comprises comme des altérations de la lumière, jusqu'à Newton qui, lui, à ce moment-là, veut trouver les couleurs dans la lumière elle-même. C'est-à-dire qu'elles y seraient en somme préexistantes, puisque si il décompose la lumière par le prisme, ce qui avait déjà été fait par Antonio de Dominis un siècle avant, un siècle et demi avant, et puis par bien d'autres, mais sans mesure, évidemment, cela permettait de rendre compte des couleurs. Et l'une des objections, évidemment, de Goethe sera de dire je peux tout à fait contredire Newton, parce que comme il parle des couleurs, en fait, c'est de la chromatologie, ce n'est pas de la physique, et on peut aussi prendre les couleurs dans la nature, puis par d'autres observations, comme moi, je vais le faire, comme je l'ai fait, dit Goethe. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Est-ce que ça veut dire que la lumière ne peut être que colorée, ou qu'il existe une lumière qui n'aurait pas de couleur, auquel cas les couleurs ne seraient que des qualités secondes de la lumière ? Voilà, c'est-à-dire que là, si on les prend sous l'angle newtonien, comme elles sont dans la lumière elle-même, si on la considère comme avec ces constantes physiques qui seront déterminées par la suite, elles seraient elles-mêmes dotées d'une qualité première et non pas seconde. Donc à ce moment-là, les couleurs qui la composent ne sont pas des qualités secondes non plus.
C'est plutôt lorsqu'on va s'occuper alors de phénomènes physiologiques, rétiniens, etc., qu'on pourrait parler de qualité seconde. Mais enfin, ça viendra après. Mais surtout, et là c'est Michel Blais en particulier qui l'a dit en 1982, dans son livre sur la conceptualisation newtonienne de la couleur, que ce qui met fin aux doctrines précédentes de la lumière et de la couleur, chez Newton, c'est le fait de dire que la couleur ne résulte pas d'une altération de la lumière blanche, puisque les couleurs sont déjà les lumières colorées, tout au moins. Là, il ne s'agit pas des pigments du peintre, évidemment. Les lumières colorées sont déjà comprises dans la lumière dite blanche, qui résulte de l'addition de toutes les couleurs qui composent cette lumière blanche, dont la réunion donne l'impression du blanc. Le Labo des Savoirs, la radio savante. On vient d'écouter le philosophe Maurice Elie au micro de France Culture dans Les Chemins de la philosophie, extrait de 2013 consacré aux théories de la couleur. On parle des couleurs dans le Labo des Savoirs aujourd'hui. Je m'aperçois qu'une seule partie du plateau n'a fait l'effort d'en porter. C'est la remarque de Ludivine tout à l'heure qui m'y a fait penser. Et Célie et moi, on est toutes bariolées, très pétantes. Et de l'autre côté, on a le dark side of le Labo des Savoirs, représenté par Paul et Ludivine, en gris et noir. Voilà, c'est les forces qui s'affrontent, quoi. Ah, mais tous les vêtements de couleur colorée, en général, c'est plus les vêtements d'été. Là, il fait tellement froid que... On peut faire des efforts, Ludivine. Cette robe est en laine et elle est rouge. C'est vrai. Sachant qu'on a dit tout à l'heure que le noir était une couleur, or ça n'en est pas une. Or, ça n'en est pas une, Paul, et tu ne vas pas tarder à nous l'expliquer. Dans l'art pictural, on note souvent une dégradation sévère des pigments à cause de phénomènes physico-chimiques multiples. Les ultraviolets, de la lumière, l'oxygène de l'air et l'humidité du support délavent souvent les teintes et dégradent les œuvres. Il y a tout de même quelques supports qui sont considérés comme quasiment insensibles au temps qui passe. Les œuvres exécutées sur des supports vitreux, comme les vitraux, les émaux, c'est le pluriel de émail, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, ou bien les mosaïques. On peut citer aussi les peintures dans des matières mates, non vernies, comme dans les tombeaux égyptiens qu'on a déjà mentionnés, les enluminures des livres restés fermés, ainsi que les pastels, gouaches ou autres aquarelles restées à l'abri de la lumière. Les matières à l'origine des changements de couleur sont souvent les vernis, les huiles cicatives, c'est-à-dire qui accélèrent le séchage, et les baumes. Toutes les matières un peu grasses finalement. Rubens, par exemple, connaissait ces problèmes. Au moment d'expédier à Florence sa peinture intitulée « Les mots de guerre », il recommande, je cite, « d'exposer le tableau au soleil et de l'y laisser avec des intervalles, car les blancs pourraient jaunir légèrement. » Les artistes qui travaillent sur la matière ne sont pas les seuls, .es, à se procurer des outils à employer pour que les couleurs soient fidèles à ce qu'ils et elles veulent créer. C'est aussi le cas, par exemple, des photographes. Encore faut-il maîtriser les notions de synthèse soustractive et additive des couleurs. Paul Pascal. Alors, avec mon mauvais esprit habituel, permettez-moi, pas pour recommencer, de faire une simple remarque. Il faut être quand même d'une perversité absolue pour tenter d'expliquer les couleurs dans une émission de radio. J'assume. Je reconnais bien là l'esprit de cette antenne, de cette émission et de ses participants. Ceci étant dit, je vais quand même tenter de vous expliquer donc les notions de synthèse soustractive et additive. Pardonnez-moi, je dirais certainement addictive à un moment ou à un autre, mais c'est une habitude. Donc, soyez un peu attentifs. Les couleurs soustractives et additives, c'est au programme de première. Vous devriez y arriver. Et si vous imitez un peu du vôtre, oui, même vous là-bas, au fond, près du radiateur. Au programme de première de quoi ? De première, de la classe de première. Oui, de physique-chimie. De physique-chimie, absolument. C'est bien que tu nous fasses réviser, Paul. Voilà. La lumière blanche, celle du soleil ou de nos ampoules dernier cri, est composée de 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. C'est ce qu'on appelle le modèle RVB, rouge, vert, bleu. Si vous prenez 3 spots de ces couleurs et que vous les projetez ensemble sur un écran, en même quantité, vous aurez une lumière blanche. C'est bien, il y en a 2 qui suivent. Mais si on n'en additionne que 2, de votre écran prendra une nouvelle couleur. Alors laquelle ? Le vert et le bleu. Du cyan. Oui, du cyan. Le vert et le rouge. Du jaune. Du jaune. Et le bleu et le rouge. Du magenta. Du magenta. Vous êtes trop Waouh, forte. on a une faillotte. Ouais. On a une faillotte dans À mon l'équipe. avis, elle a dû apprendre ce texte avant de venir. Ces 3 couleurs, cyan, jaune et magenta, sont appelées couleurs secondaires. Gardez-les dans un coin de votre tête, on va s'en servir tout à l'heure. Mais revenons donc à nos couleurs primaires. Vous avez peut-être noté que j'ai parlé d'additionner ces couleurs. On est bien dans la synthèse additive que j'évoquais au début. Et le noir alors ?
Fastoche. Vous éteignez tout. Le noir correspond en fait à l'absence de lumière. Pas d'émission de rayons lumineux, pas de couleur, il fait tout noir. Allez, exercice pratique, sortez vos neurones. Si on additionne du rouge et du cyan, qu'est-ce qu'on voit ? Allez, je vous aide. On a dit tout à l'heure que le cyan, c'est l'addition de vert et de bleu. Donc, si on additionne du rouge et du cyan, ça veut dire qu'on additionne du rouge, du vert et du bleu. Du rouge, du blanc. On a du blanc, absolument. Bravo. On dit alors que ces couleurs sont complémentaires, le rouge et le cyan. Je suis la team radiateur, moi. Pareil. Et sur la petite roue colorée qu'on voit souvent apparaître sur des logiciels de traitement de la couleur, vous pourrez retrouver une couleur et sa complémentaire facilement puisqu'elles se trouvent l'une en face de l'autre de chaque côté du cercle. Tout ça fonctionne donc avec une émission de lumière. On génère des rayons plus ou moins rouges, verts et bleus, on les additionne pour composer une couleur. C'est ainsi que fonctionne une bonne vieille télévision, mais aussi un écran plat, un téléphone mobile ou un vidéoprojecteur. C'est encore comme ça que travaille un capteur photo. Dans l'autre sens, chaque pixel comporte une cellule photosensible qui reçoit la lumière. La cellule comporte 3 filtres, un rouge, un vert, un bleu. Et cette cellule génère donc 3 données électriques. Ces données sont envoyées vers un convertisseur qui transforme en données informatiques ces 3 informations électriques. L'image finale est la somme de ces millions de pixels enregistrés un par un avec 3 informations RVB à chaque fois. Bon, pour couper court aux puristes indélicats qui se manifesteraient, je sais que mon capteur a aussi un enregistrement de luminance, mais on ne parle que de couleurs aujourd'hui, pas la peine d'embrouiller tout le monde. Donc, il faut maintenant aborder l'autre partie de cette chronique, la synthèse soustractive. Pourquoi ? Parce qu'on est rarement éclairé par 3 spots de couleurs différentes et qu'on ne regarde pas toujours un écran blanc. Dans la vraie vie, c'est plutôt une lumière blanche qui est émise et pourtant, on voit bien les objets en couleur. C'est qu'ils filtrent certaines couleurs et en réfléchissent d'autres. Pour bien comprendre, on retourne dans notre studio du début, mais on place cette fois une seule ampoule blanche sur notre projecteur et on sort des filtres colorés. C'est quoi un filtre ? C'est un dispositif qui permet de laisser passer les longueurs d'onde correspondant à leur couleur et absorbe toutes les autres. Donc si vous avez suivi depuis le début, toutes les autres, ça veut dire qu'il absorbe tous les rayons de sa couleur complémentaire, celle de l'autre côté de la roue. Il les soustrait et c'est pour ça qu'on parle de lumière soustractive. Comme on soustrait, ça marche dans l'autre sens. On part de nos couleurs secondaires de tout à l'heure, le cyan, le magenta et le jaune. Et si on enlève les couleurs secondaires 2 par 2, on retrouve une couleur primaire. Bah, tu vois que tu suis Agathe. Bah, je suis, tout à fait. Par exemple, si je mets un filtre jaune et un magenta, j'obtiens du rouge. C'est-à-dire que je n'ai laissé passer que les rayons du rouge. Tous les autres ont été absorbés par mon filtre. Donc, je vois du rouge à ce moment-là. Autre exercice, si je mets un filtre magenta et un cyan, c'est un peu plus compliqué. J'obtiens du bleu. Et si je mets un cyan et un jaune, j'obtiens du vert. Du vert, absolument. Waouh! C'est la révolution dans mon cerveau, là. Et si je mets les 3 filtres? Du noir. Du noir, absolument. On obtient du noir puisqu'on a absorbé toutes les couleurs. Les encres d'impression, ce sont des filtres réfléchissants. Là, on parlait de filtres qui laissent passer la lumière, mais d'autres filtres permettent d'absorber certaines couleurs ou certaines longueurs d'onde et réfléchissent la couleur que l'on voit. Une encre jaune absorbe donc toutes les couleurs, sauf le jaune, qu'il renvoie comme un miroir. Donc, avec des encres des 3 couleurs secondaires, cyan, magenta et jaune, on est censé obtenir toutes les autres. Sauf que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué parce que c'est très difficile d'obtenir un vrai noir. On obtient plutôt un gris un peu moche et sale. C'est pour ça qu'en impression, on parle de quadrichromie. En fait, on rajoute à ces 3 couleurs une 4e encre, vraiment noire, qui absorbe toutes les lumières. Et on parle donc d'impression en CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Si vous prenez un journal quotidien, vous trouverez souvent ces petits carrés colorés CMJN. Ils sont en haut ou en bas de la page et ils servent à caler les machines pour que chaque passage dans la répétitive, puisqu'il passe 4 fois sur les 4 encres différentes, se fasse bien exactement au même endroit et que toutes les couleurs soient parfaitement recréées. Mais ce passage de la lumière additive à la lumière soustractive, c'est un casse-tête pour les photographes et les autres graphistes. Parce que eux travaillent constamment en RVB sur leur écran.
c'est-à-dire en lumière générée ou en lumière additive. Et souvent, ils s'arrachent les cheveux de ne pas retrouver les belles couleurs de leur écran sur les tirages ou les impressions. C'est que leur œuvre a forcément été transformée en lumière filtrée et soustractive. Et du coup, cette transformation ne se passe pas toujours aussi bien que prévu. Merci beaucoup, Paul. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut dire que les machines dénaturent un peu peuvent dénaturer le travail des photographes ou des graphistes? Alors, dénature, non, ils le transforment en fait. Ça correspond plus à un manque de savoir, à un manque de suivi de la filière. Quand on travaillait en argentique, chaque photographe avec son tireur, avec lequel il travaillait vraiment de façon très très étroite. Maintenant, on connaît plus nos tireurs et donc on est quelquefois déçu, mais c'est simplement du fait qu'on n'a plus beaucoup le temps de travailler avec des tireurs. Et ça peut pas s'anticiper à chaque fois du coup. Ça peut. Il y a des méthodes de calibration couleur qui permettent de passer mieux de la couleur additive à la couleur soustractive. La science dans tous ses états au Labo des Savoirs. Jaune, rose, orange, vert fluo, tout le monde a déjà vu ces couleurs, que ce soit sur des post-it ou avec des surligneurs ou même sur des vêtements. Je peux en attester, je rentre tout juste d'une soirée fluo et c'est extrêmement tendance. Les couleurs fluo, quoi qu'on en dise, ne sont pas des couleurs comme les autres. Elles attirent particulièrement le regard. On l'a dit, quand un objet est jaune, c'est parce que la lumière qu'on en reçoit est jaune. Dans le cas d'un crayon de couleur jaune, par exemple, la lumière blanche d'une lampe ou du soleil arrive sur le crayon et seule la couleur jaune apparaît. Le reste est absorbé. Notre œil reçoit donc de la lumière jaune et le crayon apparaît effectivement jaune. Pour qu'un objet apparaisse plus lumineux que son environnement, autrement dit, pour qu'il devienne fluorescent, il doit émettre plus de lumière qu'il n'en reçoit. Comment est-ce possible? D'où viennent ces couleurs fluo? C'est Emmanuel Fritsch, gémologue, chercheur à l'Institut des matériaux, l'IMN de Nantes, qui nous l'explique. Il est interrogé par Cathy Dogon. Il y a une couleur dont on n'a pas parlé, c'est les couleurs fluo. Comment celles-ci sont faites? Avec de la fluorescence. Comment ça fonctionne? Alors ça, c'est un sujet très intéressant parce que c'est nouveau, ça. Les couleurs fluo, on a vu apparaître ça. Alors moi, je l'ai noté parce que comme je fais un cours sur la couleur, quand j'ai vu apparaître des chaussures avec des pigments fluorescents, c'était en 2004. J'ai pris des photos et j'ai noté la date parce que je me suis dit, c'est pas possible, même sur les chaussures. Ça, c'est une mode qui vient du sport, en fait. On avait pas mal de matériaux fluorescents. C'était un peu dérivé de la signalétique aussi. En fait, il faut trouver des matériaux qui émettent considérablement. En fait, je parlais tout à l'heure d'absorption, quand un pigment va absorber une partie de la lumière visible, donc du coup en enlever une partie, et ce qui reste de la lumière visible, c'est ce que vous allez percevoir comme couleur du pigment. Bon. Alors dans le pigment fluorescent, il se passe un phénomène supplémentaire, c'est que donc il y a une partie d'énergie qui est absorbée par le pigment, mais le pigment a la capacité physique de réémettre cette énergie, alors un petit peu moins, il y a toujours un peu de déperdition dans l'affaire, sous forme d'émissions colorées, dans le visible aussi. Alors un des pigments que je connais bien et qui a été pas mal utilisé historiquement, maintenant ça fait un petit peu peur comme nom, c'est l'uranium. Parce que moi je suis originaire du Morvan et à Saint-Symphorien-de-Marmagne, il y a les premiers à la découverte de l'autunite, un phosphate d'uranyle. Et ils se sont rendus compte très vite que quand vous preniez ce phosphate d'uranyle et que vous mettiez dans du verre fondu, eh ben, ça se dissolvait tout seul et ça vous faisait un verre qui était donc de couleur jaune dans la masse, si vous voulez. Et dès que vous le mettiez à la lumière du jour indirect, ça a une magnifique fluorescence verte. Et ça a eu un succès fou parce que c'est très lumineux justement. Et ça c'est assez ancien, ça date de la fin du 19e. Et on a repris ça avec des pigments organiques plus récemment. Notamment les pigments roses, orange et jaune, on sait bien faire. Pigments fluorescents verts, on a d'excellentes choses minérales, mais du coup, c'est beaucoup plus difficile à mettre dans un tissu ou dans la mode. Donc, ça a moins de conséquences. On a même des pigments phosphorescents, c'est-à-dire que vous les exposez un peu de lumière, vous les mettez dans une pièce noire et ça émet une couleur. Il y a toute la famille des aluminates de strontium dopés à plein de terres rares. Ça vous fait des trucs, mais vraiment spectaculaires. Emmanuel Fritsch, est-ce que ce serait possible d'imaginer qu'on invente une nouvelle couleur ? Alors, je pense que les artistes, ils en inventent tout le temps. On a parlé des pigments fluorescents qui sont des choses relativement nouvelles.
on peut inventer, par exemple, un bon pigment fluorescent bleu, j'en connais pas encore. C'est quelque chose à voir. Il y a, par exemple, dans des domaines plus industriels, finalement, pour produire de la lumière à partir de diodes électroluminescentes, il faut un matériau qui peut être considéré comme un pigment luminescent. Il y a la course actuellement à la diode blanche, au pigment qui va émettre le blanc, qui va se rapprocher le plus de la lumière visible, de la lumière blanche. Voilà. Et donc, il y a plein d'enjeux industriels. Donc oui, on crée des nouvelles couleurs tous les jours. Alors, ça peut être pour des questions techniques, ça peut être pour des questions académiques, et puis ça peut être aussi pour des raisons artistiques. Je pense que les artistes s'amusent à mélanger plein de trucs, et quand ça fait quelque chose de nouveau, ils doivent être contents, et on ne le sait pas forcément. Comment la matière ou l'air peut interférer dans la perception ou la transmission de la couleur ? Alors, l'air, si l'air absorbe... et c'est un peu, il faut un sacré volume d'air une sacrée distance de parcours dans l'air pour que ça modifie. Mais c'est exactement le bleu du ciel. L'air contient des particules qui vont diffuser la lumière, c'est-à-dire changer sa direction. La lumière va en quelque sorte rebondir sur ces particules et changer de direction. Et suivant son énergie ou sa longueur d'onde, ça va être plus ou moins efficace. Donc c'est très efficace côté bleu et beaucoup moins efficace côté rouge. Et donc, du coup, ça va changer, l'air va changer la couleur. Et vous pouvez le faire, petite manip que j'aime bien citer, c'est le pastis, parce que ça, c'est franco-franchouillard, puis ça se rapproche de l'alimentation. Vous avez le pastis lui-même qui est jaune et transparent, et vous avez de l'autre côté l'eau qui est incolore et transparente. Vous les mélangez, vous faites un truc qui est jaune et opaque. Pourquoi ? Bonne question. Parce que, justement, le pastis c'est un produit gras et qui va faire des petites gouttelettes dans l'eau, comme de l'huile, grosso modo. Et donc, ces petites gouttelettes vont dévier la lumière. Alors, comme en plus, elles sont colorées en jaune, eh bien, quand vous aurez beaucoup de gouttelettes, c'est-à-dire que si vous ne noyez pas votre pastis, il va encore être jaune. Puis, si vous noyez le pastis, il va devenir blanc. Expérience que beaucoup d'entre nous ont faite. C'est le Labo des Savoirs. De retour sur le plateau du Labo des Savoirs et nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la fabrique des couleurs. Et je voudrais commencer par un erratum, car tout à l'heure j'ai lancé maladroitement notre amie Ludivine pour sa chronique en parlant de colorants chimiques, mais il s'agissait bien sûr de colorants de synthèse, c'est ça Ludivine ? Oui, parce qu'en fait tu faisais pas une comparaison, mais tu parlais... Une opposition, merci Paul, entre pigments naturels et colorants chimiques, sauf que même si les pigments sont naturels, ils sont composés d'éléments chimiques. Tout à fait, mais ce n'était absolument pas voulu de ma part et je m'en excuse platement. Pas de souci. Les images de synthèse font aujourd'hui partie de notre quotidien et sont omniprésentes dans notre société. Dans les ordinateurs qui utilisent, Paul vient de nous l'expliquer, la synthèse additive des couleurs, chaque point du spectre peut être codé en fonction des 3 couleurs, rouge, vert et bleu. Mais dans ces machines, les couleurs sont fonction de nombreux paramètres, la courbe gamma, la sélection du point blanc ou encore le paramétrage de l'écran, à tel point qu'il est probable que personne ne voit les documents avec les mêmes couleurs que le voisin ou la voisine. Que seront devenues ces images virtuelles dans les quelques siècles à venir ? C'est là un problème crucial qui se pose tous les jours aux bibliothèques chargées d'enregistrer les millions de documents qu'on leur soumet, comme par exemple la Bibliothèque nationale de France. La technologie modifie donc notre perception des couleurs, mais après tout, l'intégralité du vivant ne voit pas les choses de la même façon. Valentin Brochet. Effectivement, notre environnement est éclatant de couleurs. Que ce soit dans la nature ou sur nos créations artificielles, la couleur est centrale dans notre relation au monde. Nous le savons aujourd'hui, cette dernière est issue de notre perception des longueurs d'onde de la lumière. La lumière blanche du soleil a été utilisée par tous les organismes vivants pour évoluer, que ce soit les plantes qui l'utilisent pour la photosynthèse ou la grenouille fraise qui exhibe ses couleurs rouges qui signalent son poison, jusqu'à nos yeux, ces organes si complexes qui nous permettent de distinguer la beauté du monde. Comment nos yeux fonctionnent-ils ? Eh bien, en réalité, ce n'est pas si compliqué, mais il faut définir 2 perceptions visuelles. La vision en teinte de gris et la vision en couleur. Dans notre œil humain se trouvent 2 types de cellules très spéciales, les bâtonnets et les cônes, eux-mêmes divisés en 3 types. Ces cônes sont situés sur la rétine, au fond de notre œil, et reliés au système nerveux. Ils sont chacun excitables par une plage de longueur d'onde. L'une
est sensible au bleu, l'autre au rouge, et la dernière est excitée par le vert. Ainsi, lorsque la couleur bleue va arriver à votre œil, les cônes sensibles au bleu vont envoyer un signal au cerveau qui va lui dire « Eh vieux, ça c'est du bleu !» Si c'est de la couleur violette, les cônes sensibles au rouge et les cônes sensibles au bleu vont envoyer un message en même temps. Et notre cerveau, incroyable machine à traiter des données, va assimiler ce double signal comme un mélange de deux couleurs et ainsi voir du violet. La proportion d'excitation de chacun des cônes va permettre de moduler chaque couleur et c'est ainsi que vous pouvez apprécier, entre autres, toutes les gammes de peintures disponibles pour votre cuisine sur le nuancier Leroy Merlin. Du coup, Valentin, les ombres, par exemple, ou la vision nocturne, sans couleur, qu'est-ce qui nous permet de la voir ? Ce sont les bâtonnets dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Ces cellules sont extrêmement sensibles, contrairement aux cônes qui ont besoin de beaucoup de lumière pour fonctionner. Le contre-coup est qu'ils ne peuvent pas différencier les couleurs, mais seulement les teintes de noir et de blanc, ce qui vous permet tout de même de bien vous repérer la nuit ou de voir les étoiles. Cela met également en jeu un autre auxiliaire, la pupille, qui s'ouvre et se ferme plus ou moins avec l'intensité lumineuse, laissant davantage de lumière entrer ou au contraire, protégeant votre œil du flash de l'appareil photo de votre mamie. Mais la très nombreuse variation dans la sensibilité des cônes, voire leur absence, peut entraîner du daltonisme, une perception des couleurs différentes telle que l'impossibilité de différencier le rouge du vert, appelé deutéranopie. Ici, le cône sensible au vert n'est pas présent. Mais nous allons également voir que ces légères modifications ne sont rien par rapport à la diversité du vivant. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que les chats, par exemple, sont daltoniens, c'est vrai ? En un certain sens, oui, les chats sont dits dichromatiques, ce qui signifie qu'ils ne possèdent que deux types de cônes et n'ont donc pas la possibilité de distinguer les longueurs d'onde rouges. La vision d'un chat se fera par la modulation de deux couleurs seulement. Ils ont cependant bien plus de bâtonnets, ce qui leur permet de chasser de nuit. Les mammifères marins seraient monochromatiques et ne voient donc qu'une seule couleur. En milieu marin, seul le bleu et le vert passent les premiers 300 mètres d'eau. C'est aussi pour cela que les crustacés sont souvent rouges. Ils sont invisibles aux yeux de nombreux prédateurs. Ne croyez pas qu'avec ces trois cônes, l'homme est au sommet de la complexité. Loin de là. Les abeilles aussi voient trois couleurs, mais pas les mêmes que nous. Insensibles au rouge, elles sont en revanche sensibles à des couleurs que nous ne verrons jamais, les ultraviolets. Car oui, la lumière visible par l'homme est comprise entre le rouge et le violet, mais les longueurs d'onde s'étendent beaucoup, beaucoup plus loin. On pourrait donc imaginer des espèces extraterrestres sensibles aux couleurs des ondes radio ou des rayons gamma. Pour ceux qui aiment ça, Carl von Frisch, l'éthologue ayant découvert la sensibilité à la couleur des abeilles, décrit dans son livre « Vie et mœurs des abeilles » la méthode très poétique avec laquelle il a mis en avant cette particularité, à base de tissus colorés et de coupelles de sucre. Plus fort encore que nous, les oiseaux sont tétrachromatiques. Ils possèdent 4 cônes différents et distinguent des couleurs mieux que nous. Vous en voulez encore ? Les papillons sont pentachromatiques. Bien pratiques pour différencier les fleurs, ils distinguent le monde dans des couleurs insoupçonnées. Mais alors 5 cônes différents, c'est beaucoup, non ? Et vous en voulez encore plus ? 12 cônes différents pour un nombre effroyable de combinaisons différentes, c'est bien ainsi que sont composés les yeux de la squille ou crevette menthe. Un animal qui creuse son chemin dans le monde du biomimétisme grâce à sa vision épileptique et sa capacité à provoquer de l'hypercavitation en frappant ses proies avec ses pinces. Avec ses 12 cônes, la vision de la squille est la plus diversifiée du vivant, lui permettant de distinguer des teintes infimes. Cette propriété pourrait permettre aux scientifiques de développer des scanners détectant les cellules tumorales via leur émission de lumière polarisée. Je parle ici d'animaux qui, à l'instar des insectes, possèdent des yeux composés capables de détecter le sens des photons, ces petites particules lumineuses responsables de notre perception de la lumière. Cela permet aux abeilles de savoir le sens des rayons du soleil et de se déplacer par rapport à lui, pas même par temps nuageux. Plus étonnant encore, certains animaux ne possèdent pas de cônes. C'est le cas des céphalopodes, tels que les pieuvres. Mais alors, comment font-elles pour dresser les motifs surprenants qui caractérisent leur peau ? Les pupilles de ces animaux ont une forme très étrange et on les suspecte d'avoir la capacité de séparer les rayons de lumière en fonction de leur longueur d'onde, un peu comme un policier sépare les voitures sur un rond-point. Elles pourraient ainsi différencier les motifs fascinants de l'océan avec les yeux qu'elles ont, d'ailleurs fort semblables aux nôtres. La vision du monde est donc différente pour chaque être vivant, généraliste avec les mammifères, très précise chez les oiseaux, adaptée au monde marin chez les baleines, à la recherche de fleurs pour les insectes et épileptique chez la crevette menthe. Tant de visions spéciales pour un monde si haut en couleurs. Merci beaucoup Valentin pour cette chronique extrêmement éclairante. Vous cherchez la science ? Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. La couleur, plus qu'un signal chimique, c'est aussi un message. Il peut être assimilé et compris grâce aux éléments culturels qui se différencient donc dans certaines régions du globe. D'où vient notre perception de la couleur ?
Pauline Verbaenen. Comme nous le répétons depuis le début de cette émission, la couleur n'existe que dans le cerveau de chaque individu. La perception de la couleur est donc personnelle et le ressenti qui en découle l'est encore plus. Pourtant, certaines représentations associées aux couleurs sont quasi universelles, comme le rouge qui est dynamique, la couleur du sang, de la passion, ou encore le bleu qui est apaisant, la couleur de la mer, du ciel, etc. Et leur utilisation est très codifiée, en signalétique, en marketing, ou lors de cérémonies importantes dans diverses cultures. De la perception à la signification, comment est-ce que notre physiologie, notre éducation et notre environnement affectent-ils notre perception colorée du monde qui nous entoure ? Un sujet impossible à traiter en moins de 3 tours du monde, 30 heures de conférences, 6 volumes et une comédie musicale, mais on peut défricher le champ de la question et tirer quelques points de comparaison entre les individus autour du globe. Tout d'abord, d'un point de vue physiologique, la capacité de percevoir les couleurs, tout comme l'acuité visuelle globale, varie selon les individus et au cours du temps. Dans ce domaine, avantage aux femmes, les gènes concernés étant portés par le chromosome X, qui sont au top dans la vingtaine. À titre d'exemple, si l'on compare, un nouveau-né distingue moins bien les nuances de couleurs, puis, plus l'âge avance, plus la perception des couleurs décroît. Ensuite, la distinction des couleurs peut être accrue par le travail. Eh oui. Tout comme un musicien aguerri peut reconnaître une note sifflée au hasard, un peintre ayant l'habitude de jouer avec la lumière, les contrastes et sa palette de couleurs est plus à l'aise pour distinguer de petites nuances. Plus les ambiances colorées autour de nous sont variées, plus notre petite palette à nous est variée et plus on est à l'aise pour distinguer toutes ces nuances de couleurs. Enfin, au-delà de la perception physique des couleurs en amont, il y a ce que l'individu en fait, ce qu'il ressent, ce à quoi il l'associe en aval. C'est là que ça devient super subjectif. Vous le disiez très bien à l'instant, Emmanuel Fritsch, la couleur est éminemment culturelle. L'un des cas les plus représentatifs et le plus simple à imaginer, c'est le code vestimentaire lors de cérémonies importantes. En Occident, nous portons généralement le deuil en noir, qui va représenter la tristesse, le vide, etc. Et les mariages plutôt en blanc, symbole de pureté, probablement hérité de quelques codes religieux. En revanche, en Chine, les mariages, eux, sont célébrés en rouge. Impossible à imaginer dans une culture un peu catho. Voilà. Donc, ils sont célébrés en rouge qui symbolise la joie, le bonheur, le dynamisme, etc. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter à un jeune couple marié. Et les funérailles, quant à elles, seront célébrées en blanc. Culturellement, la mort est toujours empreinte de tristesse, mais acceptée comme un renouveau, une suite logique de la vie. Et donc, on l'associe plutôt au blanc de la pureté et pas au noir, qui est un peu moins symbolique, un peu moins représentatif de la mort dans cette culture. Ces exemples ne sont qu'une infime partie de la diversité de l'aspect symbolique des couleurs autour du globe, puisqu'on le dit encore une fois, c'est super subjectif et très, très varié. Toutes ces perceptions et ces significations sont vraiment personnelles. Si la couleur est un lien idéal entre la matière et la pensée, peut-être que le mieux que l'on puisse faire, c'est de voyager et de penser. Merci Pauline Verbaenen. C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le labo des savoirs. Le monde des couleurs a toujours éveillé la curiosité des humains, tant par sa diversité et sa complexité que par son contenu émotionnel. Depuis des siècles, artisans, artistes, scientifiques, mais aussi philosophes, s'interrogent sur la nature des couleurs et sur les moyens à mettre en œuvre pour s'en servir, les reproduire ou les mesurer. C'est ce qu'on peut lire en 4e de couverture du Traité des couleurs de Libero Zuppirolli. J'y suis arrivée, Ludivine me regardait d'un coin de l'œil. Et Marie-Noëlle Bussac, tous deux physiciens et physiciennes. Ouvrage disponible aux éditions Presse Polytechnique et Universitaire Romande, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, à la bibliothèque scientifique du Muséum d'Histoire naturelle de Nantes. C'est aussi... Oui, Ludivine ? Et honnêtement, si vous vous intéressez aux couleurs, c'est un livre à ne pas manquer. Effectivement, je plus sois tout à fait cette remarque. C'est aussi sur ces mots que nous achevons cette émission. Merci à toutes et à tous autour de la table, Célie Dubost, Paul Pascal, Ludivine Vendée. Et merci également à Mathis qui réalise cette émission. J'ai failli l'oublier, le pauvre. Et Valentin Brochet. N'hésitez pas à visiter notre site internet www.labodesavoirs.fr et à nous suivre, évidemment, sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. À la semaine prochaine au Labo des Savoirs.